Mesdames et messieurs, bonjour. Par 73 voix pour, 10 contre et 3 abstentions, les députés du Conseil national de la transition au Burkina Faso ont modifié ce mardi le code électoral du pays des hommes intègres. Ce nouveau code, en ses articles 135, 242 et 166, stipule que toutes les personnes ayant soutenu un changement anticonstitutionnel qui porte atteinte au principe de l'alternance démocratique, notamment au principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels ayant conduit à une insurrection ou à toute autre forme de soulèvement, sont inéligibles selon le nouveau code. Ces dispositions ne concernent que les élections présidentielles et législatives d'octobre 2015 et les municipales de janvier 2016. Pour les partisans de l'ex-président Blaise Compaoré, il s'agit là d'une exclusion politique. Ayant tenté de s'opposer au vote de cette nouvelle loi, 3 des partisans du CDP, le parti de l'ancien président, le président déchu Blaise Compaoré, ont été arrêtés et accusés de malversation. Une situation qui porte à croire qu'au Burkina Faso, après la révolution populaire, on assiste à une justice des vainqueurs sur les vaincus. Burkina Faso, un nouveau code électoral ou règlement de compte politique. C'est le principal sujet à débattre ce jour dans votre nouveau numéro de Sika Info Mag. Mais avant de débattre, voici le flash d'information. Au Burkina Faso, les députés ont adopté ce mardi un nouveau code électoral interdisant aux partisans du président déchu Blaise Compaoré de participer au scrutin d'octobre. 7 cadres de l'ancien régime, dont 3 ministres, ont été interpellés pour des malversations présumées. En RDC, les autorités de Kinshasa se sont justifiées ce mardi de l'existence d'une fosse commune dans l'ouest de la ville, affirmant que sur les 421 corps enterrés, 300 étaient des fœtus ou des morts-nés, une mise au point destinée à faire taire une rumeur sur la présence d'opposants parmi les cadavres. Enfin, aux États-Unis, un policier blanc a été arrêté et inculpé de meurtre ce mardi en Caroline du Sud après avoir tiré 8 fois sur un homme noir lors d'un banal contrôle routier. Le policier qui risque la peine de mort a été inculpé grâce à une vidéo envoyée par un témoin et diffusée par le New York Times. Burkina Faso, un nouveau code électoral au règlement de compte politique, c'est le sujet à débattre ce jour, juste après ce générique. Les partisans de l'ancien président Blaise Compaoré sont inéligibles pour les prochaines élections au Burkina Faso. C'est ce qui ressort du vote des députés du Conseil national de la transition ce mardi. Une loi orientée, est-on tenté de dire. Pour en discuter, je reçois sur ce plateau Donclam Abalo. Il est journaliste et directeur de la radio Soleil FM au Bénin. Donclam Abalo, bonjour. Bonjour Joël Arofodi, bonjour à tous les téléspectateurs. J'ai également sur ce plateau Joël Yetondi. Il est journaliste à la rédaction de Sika TV. Joël, bonjour. Bonjour et bonjour au plateau. Ma première question à l'entame de cette émission s'adresse à vous, Donclam Abalo. Les partisans de Blaise Compaoré exclus des prochaines élections au Burkina Faso. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cette nouvelle loi? Bien, cette information m'a d'abord fait sourire. Sourire, et puis en même temps, j'ai eu un sentiment de regret pour l'Afrique. Parce que je pense que notre continent a tellement de problèmes qu'il n'était pas important de revenir sur une décision pareille. Vous avez parlé dans votre introduction de justice des vainqueurs. Moi, je parlerai plutôt d'injustice des vainqueurs. Parce que nous nous retrouvons dans un cas de figure où nous sommes en train d'assister à une transition. Et dans une transition, on fait des exclusions. Je n'ai pas compris ce qui a justifié cette décision-là. Mais je constate simplement qu'il va être difficile à l'étape actuelle de définir réellement qui était pour la révision de la Constitution à l'époque, parce que jusque-là, ce nouveau code électoral n'a pas défini clairement les critères sur lesquels on détermine qui était contre la révision de la Constitution. Ensuite, j'ai confiance au Conseil constitutionnel burkinabé, parce que cette loi ou ce code électoral va devoir passer à l'arbitrage du Conseil constitutionnel avant la promulgation par le chef de l'État. Je suis sûr que si ça arrive au niveau du chef de l'État, ça va passer comme une lettre à la poste. Mais au niveau du Conseil constitutionnel, on va dire le droit. J'ai la faiblesse de penser qu'on dira le droit. Et puis si on est dans le droit, si on dit le droit normalement, une telle décision ne devrait pas passer parce que c'est une exclusion antidémocrate. Nous allons revenir tout à l'heure à la décision que pourra prendre le Conseil constitutionnel. Mais Joël Yetondi, une nouvelle loi qui exclut les partisans de Blaise Compaoré. Comment est-ce que vous expliquez cette loi? Je suis juste un peu embarrassé, ni heureux, ni mécontent, un peu embarrassé parce que
quand même, hein, on est au-delà de tout dans un régime démocratique. Et mieux heureux parce que ce n'est pas ce qui est souhaitable. C'est tout sauf ça. La constitution burkinabé a tout prévu. Et en ce sens, lorsqu'on vient de si loin, il faut œuvrer pour la cohésion nationale. Et ce n'est pas une décision qui va permettre aux Burkinabés de se revoir, de s'asseoir autour d'une table, de penser leur plaie, mais c'est à croire qu'on veut davantage rendre plus béante la plaie. Et c'est en cela que ce n'est vraiment pas bien. C'est de l'exclusion, ça n'a pas d'autre nom. Et c'est au peuple de décider de qui peut revenir, de qui doit être écarté. Oui, le peuple burkinabé... Ceux-là, justement, représentent le peuple. Ils sont une émanation de la population, ce conseil de transition qui a voté en tant que député. Oui, c'est un peu en cela que je dis que je suis vraiment un peu embarrassé. Pourquoi? Ils sont une émanation de la population, vous l'avez dit. Mais au-delà de ça, quand on voit un peu les conditions dans lesquelles ce vote a eu lieu, je suis obligé de me retenir un tout petit peu. Mais avant d'aller sur ce côté, je dis, au-delà de tout, il est question de reconstruire le Burkina Faso. Il faut faire la paix avec les Burkinabés. Il faut amener le peuple burkinabé à rester vraiment en harmonie. Il y a de la douleur, il y a des déceptions, et ce ne sera pas du jour au lendemain qu'on va corriger tout ceci. Mais le faire comme ça, c'est amener, c'est raviver la douleur en un mot. Mais maintenant, je dis, je reste un peu sur ma soif et j'essaie de me contenir. Pourquoi? Parce que on a vu le vote se dérouler presque dans les mêmes conditions que ce qui a eu lieu avant la Révolution. Un siège barricadé, des policiers très armés. Mais là, on a eu deux groupes. Il y a ceux-là qui applaudissaient, qui prient, qui soutiennent qu'il faut voter la loi. Il y a ceux-là qui disent, gare à vous, si on passait au vote et avec un coup de gaz lacrymogène, on a pu les dissuader. Alors, quand ça s'est passé comme ça, on a vu plein de réactions. Mais à vouloir un peu équilibrer les réactions, on a tendance à croire qu'ils ont été très nombreux, ces Burkinabés, à applaudir ce qui s'est passé. Il y en a qui demandent à ce qu'on passe à la vitesse supérieure, qu'on commence par punir ceux-là qui sont rendus coupables de crimes économiques et autres. Vous voyez donc une justice des vainqueurs, sur des vaincus. Ça ressemble à ça. En toute franchise, c'est ça. Ça n'a pas d'autre nom. Mais je dis, si le peuple burkinabé, dans sa grande majorité, accompagne ce qui est en train de se faire, c'est à croire qu'on veut guérir le mal, pas le mal. C'est dans ce sens-là, je demande simplement aux Burkinabés de rester vigilants pour ne pas avoir à regretter l'acte qu'on est en train de poser aujourd'hui. Alors donc là, Mambalo, si cette loi devait s'appliquer, comment vous voyez la séparation? Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, au Burkina Faso, détecter ceux qui ont soutenu de ceux qui n'ont pas soutenu? Blaise Compaoré, il faut préciser qu'il a régné pendant 27 ans. C'était la principale question que je me posais et je veux dire simplement qu'il ne faut pas être embarrassé. Il faut être catégorique sur ce genre de choses. Ce sont des choses qui n'encouragent pas la démocratie. Et l'Afrique est en train d'expérimenter un système politique qui est la démocratie, qui a ses règles. Et donc lorsqu'on on ne respecte pas les règles de la démocratie, c'est qu'on n'est pas dans un système démocratique. Donc le peuple dont vous parlez, moi je ne l'ai pas vu s'exprimer parce que le vote a été fait à main levée. C'est une autre forme de pression. Parce que là on a eu envie de voir mais qui sera contre, qui sera pour. Peut-être que si c'était un scrutin secret, on n'aurait pas eu ce vote-là, puisqu'il y a eu surtout, il y a eu 2 abstentions. Alors les 10 députés, les 10 députés qui ont voté contre, c'était les députés de l'ancienne majorité présidentielle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que en réalité ces députés ont compris qu'on a voulu les exclure. Et moi je suis en train de voir que on va peut-être exclure un certain Djibril Bassolé, que vous connaissez très bien, ex-patron de la diplomatie, et qui est un candidat sérieux. Oui, mais rien ne prouve que Djibril Bassolé ait soutenu cette révision. Justement, puisque certains ont dit qu'il faisait partie des gens qui étaient contre la révision de la Constitution. Mais qu'est-ce qui prouve, par exemple, que le président Zida ou le premier ministre Zida n'avait pas soutenu le président Blaise Compaoré? Qu'est-ce qui prouve? Rien ne prouve. Peut-être que... C'est une loi qui sera difficile à appliquer. Mais très difficile, puisque la loi, normalement, devrait en même temps faire publier les critères qui permettent de dire telle personne avait soutenu. C'est vrai qu'on nous dira, il y a eu des partisans ardents, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui ont publiquement soutenu et qu'on connaît, mais il y a des gens qui ont secrètement soutenu. Comment est-ce qu'il faut définir ces gens-là? Moi, je pense que on a eu envie d'exclure des gens. Et vous allez voir, vous me donnerez raison, Monsieur Djibril Bassolé, qui est un prétendant sérieux à la présidence burkinabé, sera exclu. Lorsqu'on va tenir compte de cette loi-là, parce que comment est-ce qu'il va se défendre?
si on dit après qu'il faisait partie de ceux qui défendaient la révision de la Constitution. Non, je pense que l'Afrique aujourd'hui a déjà dépassé ce genre de débat. Vous voyez là un coup monté, c'est un complot contre la démocratie, et un complot contre ceux qui avaient géré le pouvoir, et rien n'exclut, enfin rien aujourd'hui nous permet de dire que ceux qui avaient géré le pouvoir sont mauvais et qu'ils ne peuvent pas mieux gérer. Aucun élément aujourd'hui ne permet de le dire. Alors quand on est dans un système démocratique et quand on est en train d'assurer une transition, on ne fait pas d'exclusion. Tout à fait. Alors, Joël Yetonji, aujourd'hui, Michel Kafando, président par intérim, a été également sous Blaise Compaoré, diplomate. Un certain colonel Zida, Premier ministre aujourd'hui, a été l'adjoint de la garde républicaine sous Compaoré. Comment est-ce qu'on peut laisser voter une loi pareille, puisque juste après le vote de la loi, le ministre qui représentait le gouvernement à l'Assemblée a dit que le vote entrait dans les idéaux du gouvernement. Comment est-ce qu'on peut laisser voter une telle loi quand on sait que ceux qui dirigent aujourd'hui le pouvoir sont des émanations du pouvoir de Blaise Compaoré? Bon, on ne peut pas s'interroger outre mesure. Quand on suit un peu ce qui se passe, c'est clair qu'on veut régler des comptes, c'est clair qu'on n'a pas envie de revoir certaines têtes de main. Et c'est un peu dans ce sens que tout ceci se fait. Maintenant, quand on prend un certain Kafando, il n'est pas comparé à d'autres. Oui. On a vu d'autres plus ardents, comme on dit. Diplomate sous Blaise Compaoré, c'est Blaise Compaoré qui l'a nommé. Oui, mais ils ont été un peu clairs. C'est en cela que je dis, personnellement, je suis un peu embarrassé, parce qu'au-delà de tout, c'est vrai, on est dans un régime démocratique, mais c'est les hommes qui font les tests. Aujourd'hui, on ne peut pas l'oublier. On a entendu, on a vu des réactions juste après qu'on a commencé par mettre en place les structures pour aller à ces élections-là. Il y en a qui ont commencé par dire, mais ceux-là que nous avons mis à l'index pour un certain nombre de comportements, on ne comprend pas que du jour au lendemain, ils en soient déjà à nous daguer sans avoir présenté publiquement des excuses aux populations. Ils disent qu'ils reviendront en force. Reviendront en force avec quoi? Venir encore voler nos voix à court d'argent qu'ils ont volé. Donc, ça, on ne peut pas l'admettre. Alors, si il y a éventuellement une grande frange de la population qui va basculer dans ce sens, je dis, ça va être difficile. C'est vrai, le CNT est ce qu'il est, mais il n'en demeure pas moins vrai que ça reste un peu une configuration de cette population assoiffée d'un certain changement. Et je disais tout à l'heure qu'il y a eu des réactions, plein de réactions. Vous allez encore aujourd'hui sur la toile, vous allez lire des choses pas croyables. Il y en a qui sont effectivement blessés dans leur amour propre, mais il y en a qui applaudissent ce qui est en train de se passer. Donc je dis une fois encore, c'est au peuple burkinabé de pouvoir prendre la décision qui vaut vraiment la peine. Parce qu'au-delà de... Vous pensez que c'est ce que le peuple a réellement voulu? Est-ce que ce n'est pas... Vous savez... Est-ce que les politiques ne sont pas en train de voler cette révolution? Non, il faut bien observer ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je trouve plutôt une équipe qui est en train de surfer sur la tendance de la population. Si la grande masse était contre ce qui s'est passé hier, n'allait pas se passer. De vous à moi, c'est clair que c'est anti-démocrate. De Ouagadougou. Est-ce que ce vote ne va pas exclure certaines régions du Burkina Faso? On sait par exemple que certains dirigeants politiques viennent de grandes régions. Est-ce que cela ne va pas entraîner des problèmes ethniques, des problèmes régionaux? Je dis, non, ça c'est clair qu'il y aura des problèmes. Même en l'État, sans le vote de cette loi, il y avait des problèmes qu'il faut penser. Mais je dis, ça vient en ajouter à d'autres. Mais pour autant, est-ce que c'est vrai que le peuple burkinabé, la grande masse, est contre ce qui vient d'être fait? Je ne pense pas. Comment j'observe? Rien ne le prouve non plus. Je dis, mais les réactions sont là. On ne peut pas se voiler la face. Les réactions sont là, c'est vrai. C'est ceux qui ont accès à l'Internet qui émettent leurs réactions. Attention, allez voir. Il faut aller vers un référendum pour savoir si vraiment le peuple est d'accord. Je dis, allez-y voir un peu le peuple, la basse classe, ce que les gens pensent vraiment. Non, ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso, il faut être réaliste. On ne peut plus voler au peuple burkinabé sa victoire. Sa victoire, ce n'est pas possible. Donc c'est vrai. Lorsque vous parlez du peuple, je peux vous répondre que même au niveau du CNT, c'est le peuple qui s'est exprimé. Parce que ceux qui sont là-bas sont l'émanation du peuple. D'accord? Mais aucune décision ne peut faire, je l'ai déjà dit une fois sur ce plateau, aucune décision ne peut faire l'unanimité. Il y a des tendances. Donc si vous tenez compte de la volonté du peuple, de l'unanimité autour d'une décision, vous allez oublier les questions de droit. Et ici, nous sommes dans des questions de principe démocratique, des questions juridiques à la limite. Vous ne pouvez pas exclure tout un ensemble de personnes de la gestion de la chose publique
Parce que ces gens-là ont eu à un moment donné à défendre un point de vue. La politique, c'est quoi? C'est la défense d'un point de vue, la défense d'idéologie. On ne peut pas vous exclure pour ça. Je prends l'exemple. Hein. Dans les pays démocratiques, par exemple, si on avait dit que les gens qui ont fait la révolution ne participeraient plus jamais à la démocratie, vous savez ce que ça veut dire? Non, je suis d'accord. C'est exactement le même cas de figure. Mais en même temps, je dis, non, Joël, moi, personnellement, non, Joël, il faut Mais absolument. écoutez, à un moment donné, malheureusement, pour guérir le mal, pas le mal. Je dis non, je ne concerne pas ce qui se passe, mais j'essaie juste de comprendre. Le premier quart de Sika Infomag de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Sika Infomag se poursuit. Nous entamons à présent le deuxième quart consacré à l'actualité économique. Le journal de l'économie est une présentation de Inès Adodo Sédé à Roissou. Très ravi de vous savoir au rendez-vous du journal de l'économie sur Sika TV. Tout de suite, le sommaire. Signature d'accord de prêt entre le Bénin et la BOAD, elle vise la réalisation de nouveaux projets de développement dans les domaines de l'énergie et de l'hydraulique. Visite ce jeudi du Premier ministre indien en France, le Make in India est au cœur des préoccupations. Enfin, nous irons en Éthiopie, seul pays au monde où le café pousse à l'état sauvage. À nouveau, bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie. 668,66 millions de dollars, c'est la somme que la Tunisie envisage de lever en vendant des participations de 10 à 15% dans plusieurs banques, totalement ou partiellement publiques. Selon le ministre tunisien des Finances, le pays compte aussi emprunter 500 millions de dollars auprès du Fonds monétaire international, le FMI, et autant auprès de la Banque mondiale au cours de cette année 2015. Une conférence des investisseurs est par ailleurs prévue au mois d'octobre à Tunis, conférence au cours de laquelle les autorités tunisiennes espèrent récolter des engagements de 10 milliards de dollars. Le ministère béninois de l'économie et la Banque ouest-africaine de développement ont procédé hier mardi à la signature de 2 accords de prêt. Ceci permettra la réalisation de nouveaux projets dans le domaine de l'énergie et aussi dans le domaine de l'hydraulique au Bénin. La signature de ces accords s'est déroulée dans l'enceinte du dit ministère. Un nouveau partenariat entre la Banque ouest-africaine de développement et le Bénin vient d'être scellé. Il s'agit de la signature d'accords de prêt relatifs à 2 projets au profit du Bénin. Les projets concernent d'une part la construction d'une centrale thermique de 120 MW et le renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville de Parakou ainsi que ses environs. 2 programmes dont la réalisation sera favorable au développement économique national. Le développement économique est tributaire, comme nous le savons tous, de la fourniture régulière d'énergie électrique et d'eau potable. Et ceci en qualité et en quantité suffisante et à des coûts moins onéreux. Par ce financement, la BOAD appuie, une fois encore, les efforts du gouvernement visant à atteindre son objectif de taux global d'accès à l'électricité de 75% à l'horizon 2025. Ce projet constituera la 3e opération de la BOAD dans le domaine de l'hydraulique urbaine au Bénin. Les prêts des programmes s'élèvent respectivement à 106,9 milliards de francs CFA et 8 milliards de francs CFA, portant désormais le montant global des engagements de l'institution au Bénin à 533,3 milliards de francs CFA. Ils viennent ainsi confirmer la coopération entre le Bénin et la BOAD. Leur mise en œuvre permettra de relever les enjeux liés au secteur de l'hydraulique et de l'énergie. Rendons-nous maintenant en Éthiopie, le seul pays au monde où les grains de café poussent spontanément dans les forêts. Ces grains sont désormais récoltés et exportés vers l'Italie. L'Éthiopie, le seul pays au monde où le café pousse à l'état sauvage. Ici, dans la forêt Arena, l'une des plus grandes du pays, à 350 km au sud de la capitale Addis Abeba, le café arabica pousse à l'ombre des grands arbres, à environ 1800 mètres d'altitude. Et les graines ne nourrissent pas que les babouins, elles font aussi vivre les fermiers locaux. La forêt est vitale pour notre survie.
parce que le café nous apporte beaucoup. Si nous n'avions pas cette forêt, nous ne serions pas en mesure de récolter et de produire ce café. Le café survit grâce à la forêt. Si nous coupons les arbres et nous plantons le café n'importe où, alors il aura une durée de vie très limitée. Le café qui pousse sous les arbres de la jungle sera là pour toujours. Voilà pourquoi il est si important pour nous. Le café est la principale culture d'exportation de l'Éthiopie, mais les agriculteurs travaillent ici à très petite échelle. Les caféiers sauvages ont un rendement plus faible que leurs cousins cultivés commercialement, et leurs fèves doivent être séchées lentement au soleil plutôt que lavées en utilisant des méthodes industrielles. Mais très logiquement, ce café qui aide à protéger les forêts intéresse fortement les acheteurs éthiques, comme le mouvement Slow Food italien. Nous ne parlons pas seulement de café, nous parlons de la nature. Et soutenir ces petits producteurs, c'est aussi soutenir tout l'écosystème, cette tradition, ce mode de vie et le développement durable. C'est ça le plus important parce que c'est la deuxième plus grande forêt du pays. Slow Food met en relation les agriculteurs et leurs coopératives locales directement avec des torréfacteurs en Italie pour éviter les commissions que prendraient des intermédiaires. Cette année, un conteneur entier de café sauvage est envoyé en Italie. C'est la plus grande expédition jamais vue. Je pense que ce café a une très bonne acidité, son arôme est fleuri. Il est différent des autres parce qu'il est sauvage et aussi grâce à l'altitude parce que nous sommes très haut ici. Les forêts où pousse le café sauvage sont rares dans le pays et la menace de déforestation reste forte. Les producteurs locaux espèrent que la vente de leur café permettra de protéger les forêts et pérenniser leur production. Ce jeudi, le Premier ministre indien est attendu en France pour une visite officielle. Quels sont les points forts de cette visite? Élément de réponse avec l'ambassadeur de France en Inde. Je pense que le premier point fort de la visite du Premier ministre indien est Make in India. Comme je vous l'ai dit, nous en sommes déjà là et ce qui importe, c'est de savoir où nous allons. Le développement urbain et les smart cities, c'est la nouveauté. Non, c'est pas nouveau bien sûr, mais ce qui est nouveau, c'est que nous nous dirigeons vers de nouveaux concepts et des projets très innovants. Nous nous concentrons aussi sur tout ce qui est lié à l'énergie propre. Le commerce bilatéral est stable. C'est stable et essentiellement au profit de l'Inde, qui a exporté l'an dernier 5,7 milliards d'euros de biens vers la France, alors que la France n'a exporté que 2,7 milliards d'euros. Comme vous le voyez, il y a un déséquilibre ici. C'est assez fréquent. Ça montre que les Français aiment les produits indiens. Nous devrions nous en réjouir. De la France, je vous propose de retourner au Bénin, cette fois-ci, pour retrouver mon confrère Casimir Pédior du quotidien L'Économiste. Avec lui, nous allons découvrir la une de ce quotidien. Casimir Pédior, bonjour. Bonjour Inès. Alors aujourd'hui, votre journal s'intéresse au flux transfrontalier des produits agricoles et de l'élevage dans l'espace ouest africain. C'est bien ça. Alors, comment se présente exactement l'état du marché des exportations? Il faut dire que le comité permanent inter-État de la lutte contre la sécheresse dans le Sahel a réalisé en avril 2014, c'est-à-dire l'année dernière, une étude sur l'évolution du commerce local au niveau de 12 pays, plus le Cap Vert. 12 pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Togo, le Sénégal, le Tchad et autres. On ne va pas les citer tous, plus la Sierra Leone. Alors cette étude-là a montré aujourd'hui que au niveau de l'Afrique de l'Ouest, les biens de consommation, les aliments sont localement produits en dehors du blé qui vient du vieux continent de l'Europe. Tout ce que les populations consomment en termes de repas sont localement produits. Et en plus de cela, il se fait qu'il y a certains pays qui ne bénéficient pas, si j'ose parler ainsi, de l'océan, mais pourtant sont des
premier producteur. Quand je prends le cas du Burkina Faso, le Burkina Faso aujourd'hui est la plateforme, est le centre même du commerce au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et donc ce pays-là, les producteurs, les agriculteurs fournissent environ 75% de la capacité du volume demandé par les autres pays, à savoir les pays dont je viens de citer. Donc, le commerce transfrontalier aujourd'hui est beaucoup plus développé au sein de l'Afrique de l'Ouest et c'est déjà bien pour l'économie, c'est déjà bien pour les biens de consommation que chacun de ces pays-là essaie de produire pour sa propre sécurité alimentaire. En dehors du Burkina Faso que vous venez de citer, quels sont les autres pays exportateurs des produits agricoles dans cet espace ouest africain? Oui, il faut dire que après le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Ghana sont les deux autres pays qui produisent et qui mettent à la disposition de l'Afrique de l'Ouest leurs produits agricoles. Et ces pays-là viennent s'ajouter au Burkina Faso et portent à environ 88% du besoin de la sous-région. Il faut aussi dire que ces trois pays-là importent aussi d'autres céréales telles que le mil, le sorgho et le riz étuvier. Donc voilà, de façon résumée, comment se présente le tableau des flux transfrontaliers au niveau des 12 pays plus le Cap Vert au sein de l'Afrique de l'Ouest. Si nous avons des exportateurs, Casimir, c'est que nous avons aussi des consommateurs et quels sont justement les pays à qui profitent ces exportations? Vous allez comprendre tout à l'heure, le premier pays importateur de ces produits-là, c'est d'abord le Niger. Le Niger parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est un pays désertique et l'eau se fait beaucoup rare dans ce pays-là. Et donc, le premier pays, c'est le Niger qui importe beaucoup, environ 33% de la demande au niveau de l'Afrique de l'Ouest vont dans ce pays-là. Et après ce pays-là, nous avons le Nigeria. Le Nigeria, bon ben, c'est comme on le dit, c'est un géant. Ils ont le pétrole, ils ont la richesse qu'il faut, mais ils ne produisent pas suffisamment pour leur population. Et donc, ils ont besoin de manger. Ils ont besoin de manger. La population de ce pays est estimée à plus de 150 millions d'habitants. Et nourrir 150 millions d'habitants, c'est pas chose aisée pour les autres pays. Cependant, ils arrivent. Donc le Nigeria vient en deuxième position avec une consommation d'environ 25% de la demande. Et après cela, nous avons le Bénin qui quand même bénéficie des atouts naturels, mais qui ne produit pas suffisamment. Donc le Bénin aussi importe un certain nombre de produits, surtout au niveau de la bétail. Le Bénin importe beaucoup du Tchad, du Mali, du Burkina Faso et aussi de la Côte d'Ivoire. Donc voilà, de façon sommaire, les quelques pays qui vivent encore aux dépens des autres pays, voire parfois des pays enclavés comme le Burkina Faso. Alors, je suppose que tout ceci n'est pas sans impact économique sur ces pays-là. Alors, comment est-ce que le tableau se présente exactement? Oui, le tableau est très reluisant pour le producteur, surtout le producteur de ces pays-là, comme le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire. Alors, c'est un tableau qui est favorable parce que aujourd'hui, les lois communautaires interdisent désormais l'importation sur le continent d'un certain nombre de produits, tels que les produits agricoles. Les produits agricoles ne sont plus les bienvenus en dehors du blé qui vient directement de l'Europe, qui n'est pas du tout produit au sein de ces pays-là. Et donc, en dehors de ce céréal-là, tout le reste, les populations essaient de se partager cela. Et cela garantit, il faut le dire, cela garantit la sécurité alimentaire au sein des pays de la CEDEAO et aussi de l'UEMOA, plus le Cap Vert. Donc, l'économie se porte très bien au niveau de ces produits-là. Il faut dire que le mois d'avril a été choisi parce que c'est un mois qui est à cheval entre la saison pluvieuse et le début de la soudure au niveau du Sahel. Donc, ça nous a permis de comprendre un certain nombre de choses, un certain nombre de commerces qui se déroulent au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, voilà un peu comment se présente le tableau au niveau de l'Afrique de l'Ouest durant le mois d'avril 2014. Et si les téléspectateurs ont envie d'en savoir plus, nous allons simplement leur demander de consulter votre site internet qui est le www.l'économistabena.info, www.l'économistabena.info. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce journal de l'économie. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Au revoir.
Sika Infomag se poursuit. Nous entamons à présent la troisième partie de votre magazine. Notre débat du jour porte sur le vote du nouveau code électoral au Burkina Faso. Un nouveau code qui exclut les partisans de l'ancien président déchu Blaise Compaoré. La suite du débat, ce sera juste après le flash d'information. Au Burkina Faso, les députés ont adopté ce mardi un nouveau code électoral interdisant aux partisans du président déchu Blaise Compaoré de participer au scrutin d'octobre. 7 cadres de l'ancien régime, dont 3 ministres, ont été interpellés pour des malversations présumées. En RDC, les autorités de Kinshasa se sont justifiées ce mardi de l'existence d'une fosse commune dans l'ouest de la ville, affirmant que sur les 421 corps enterrés, 300 étaient des fœtus ou des morts-nés, une mise au point destinée à faire taire une rumeur sur la présence d'opposants parmi les cadavres. Enfin, aux États-Unis, un policier blanc a été arrêté et inculpé de meurtre ce mardi en Caroline du Sud après avoir tiré 8 fois sur un homme noir lors d'un banal contrôle routier. Le policier qui risque la peine de mort a été inculpé grâce à une vidéo envoyée par un témoin et diffusée par le New York Times. Le débat se poursuit sur Sika Infomag, mais avant de poursuivre, voici le générique. Nous poursuivons cette discussion sur le nouveau code électoral au Burkina Faso. J'ai toujours sur ce plateau mes deux invités. Il s'agit d'abord de Donkla Mabalo, journaliste et directeur de la radio Soleil FM au Bénin, et Joël Yetonji, journaliste à la rédaction de Sika TV. Ma première question s'adresse à vous, Joël. Quelle pourra être la réaction du Conseil constitutionnel au Burkina Faso après le vote de cette loi? Bien malin qui pourra deviner, parce que vous savez un peu comment ça se passe en Afrique. Et il est d'abord question d'avoir la réaction de Kafando qui aura soit à promulguer ou à demander une relecture. Je voudrais croire que la sagesse fera son œuvre parce qu'au-delà de tout, il est question de sauvegarder les acquis, mais une fois encore la cohésion nationale. Et rien que pour ça, il pourra revoir les siens, discuter avec eux, essayer de ramener la balle à terre pour qu'on revoie un peu ce point où il est question carrément d'exclure un parti. Mais on ne peut pas jurer que ça se passera comme ça. Le contraire pourrait arriver. Maintenant, le Conseil constitutionnel, est-ce qu'il pourra à remettre en cause le vote? Là aussi, on ne peut non plus jurer, parce qu'il y a eu des réactions et des votes les plus inattendus qu'on a eu de ces coups sur le continent, qu'on a tout fait de qualifier d'être à la solde d'un pouvoir. Et on sait comment les gens, au niveau des structures comme celle-là, sont souvent positionnés. Donc ça pose tout un problème. Donc ceci étant, je retiens plutôt mon souffle et je croise les doigts pour le peuple burkinabé. Mais une fois encore, je dis, pour que le Burkina Faso ne bascule pas, et le Burkina Faso ne doit pas basculer, il est question que les autorités prennent du recul et sachent vraiment jouer à sagement cette décision. Voilà. Donc la Mabalo, quelle pourra être la décision de la Cour du Conseil constitutionnel burkinabé? Bon, moi je ne m'attends à rien venant du président Kafando. Parce que de toutes les façons, vous ne pouvez pas lui demander de solliciter une deuxième lecture, une relecture. Ça l'arrange comme décision. Et puis c'est la majorité. Non, ça l'arrange. Il n'est pas candidat lui-même. Oui, d'accord, mais même s'il n'est pas candidat, tous les chefs d'État africains ont toujours envie de contrôler leur succession. Donc même s'il n'est pas candidat, il a envie de contrôler sa succession, donc de savoir qui est candidat, parce que vous ne savez pas. Il n'a que 12 mois, même moins de 12 mois. Qu'est-ce qu'il a à contrôler? Et est-ce qu'il y a de risques qu'on le poursuive après En politique, même une journée est importante. Donc 12 mois, ce n'est pas que 12 mois. Et ça, c'est très important à dire. Deuxième chose, le Conseil constitutionnel. Moi, je l'avais déjà dit. Normalement, le Conseil constitutionnel devrait dire le droit et rien d'autre. Je ne connais pas l'obédience réelle du président du Conseil constitutionnel ni des membres de ce Conseil-là. Mais encore une fois, on est en Afrique, malheureusement. Et tellement de choses se passent en Afrique qu'il nous arrive des fois à nous poser la question de savoir si nous sommes effectivement prêts pour la démocratie. Vous avez suivi en Côte d'Ivoire le Conseil constitutionnel, ce qu'il avait donné comme résultat, et qui a fait basculer la Côte d'Ivoire dans ce que nous savons tous. Donc nos hommes politiques ne prennent pas de la hauteur devant certaines situations. Alors moi j'attends personnellement que le Conseil constitutionnel du Burkina Faso puisse casser cette décision-là.
Parce que ce Conseil a le droit de faire au moins le contrôle de constitutionnalité avant la promulgation par le chef de l'État. Si ça passe au niveau du Conseil constitutionnel, c'est que ça passera. Mais je suis sûr que dans la pratique, il y aura des problèmes. Même si on n'a pas de problèmes aujourd'hui, on les aura demain ou après-demain. Ce qui est sûr, cette décision-là ne fait pas avancer les choses. Et je pense que lorsqu'on réfléchit au développement d'une nation, on laisse de côté ces questions de personnes. C'est fondamental pour moi. Je veux continuer justement dans cette même lignée. Quelle pourra être la réaction de la communauté internationale? Parce que ceux qui ont voté la loi, on dit qu'ils se sont appuyés sur la charte de l'Union africaine, justement, qui dit ceux qui ont soutenu des révisions de constitution, il faut les exclure. Alors, ils ont interprété la charte. Je ne suis pas sûr qu'une charte ait dit expressivement ce qu'ils disent là. Donc, les gens sont libres de faire des interprétations qu'ils veulent. Donc, ils ont interprété la charte à leur profit. Mais la communauté internationale devrait pouvoir réagir. Jusque-là, je n'ai pas encore eu de réaction, mais moi, je m'attends à ce que la communauté internationale puisse dénoncer cette exclusion-là, parce que ceux qui sont membres de cette communauté internationale n'accepteraient pas qu'une pareille chose puisse se dérouler sur leur territoire. Donc la communauté internationale doit rappeler les principes de base de la démocratie aux dirigeants du Burkina Faso et rappeler également qu'il est important que lorsqu'on se retrouve dans une position de transition, qu'on puisse travailler avec les uns les autres. Moi je crois que c'est fondamental. Donc, ça pose quand même un problème d'indépendance. À quel niveau? Du Burkina Faso. Ils vont dire c'est une décision d'État. Non, pourquoi écoutez, la communauté internationale a à nous imposer comment est-ce que nous devons faire nos élections? Non, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que le projet de loi vient du gouvernement. La communauté internationale peut ne pas imposer comment il faut faire les élections, mais elle peut s'imposer de plusieurs manières. Vous savez très bien comment la communauté internationale arrive à s'imposer à nos États africains. C'est des questions de blocage de telle chose ou telle autre, c'est des questions de non-assistance à tel ou à tel autre projet, alors que nous sommes tout le temps à tendre la main, donc à solliciter l'assistance de la communauté internationale. La communauté internationale peut nous laisser libres de conduire le processus démocratique comme nous voulons, mais à ses moyens de répression. Et vous le savez très bien. Donc je pense que la communauté internationale a l'occasion, une fois de plus, de marquer sa distance par rapport à ce genre de décision anti-démocrate. Joël Yetonji, la réaction de la communauté internationale, vous pensez qu'elle va réagir comment? D'abord au niveau de la CEDEAO, l'Union africaine et bon, les Nations unies par la suite. Bon, je ne veux vraiment pas deviner ce qui peut se passer, parce que tout peut arriver. Et vous avez évoqué une question importante tout à l'heure, à savoir que ce serait une forme d'ingérence, et ce n'est pas, est-ce que ce serait la première réaction? Vous avez suivi quand il a été question pour cette communauté de s'approcher du Burkina Faso et de leur rappeler l'urgence à mettre sur pied déjà l'équipe pour faire le travail à faire. Zida qui a répondu que la date butoir donnée au Burkina Faso n'engage que l'Union africaine. Vous aurez une réaction du genre. Alors, moi je dis une fois encore, c'est vraiment dommage ce qui... En son temps, c'était une situation particulière. Mais cette fois-ci, le président de la République, par intérim, certes, c'est Kafando. Donc c'est à lui de réagir normalement. Et Kafando appartient à un groupe. Et pour faire passer sa voix, il est obligé de tenir compte de la position de l'ensemble. Et vous avez suivi le ministre de l'Intérieur au sorti du vote de cette loi qui a dit qu'il est question de donner satisfaction au peuple, d'écouter la voix du peuple. C'est ce qu'ils sont en train de faire et ils comptent aller très loin. Et donc quand c'est comme ça, je dis, malheureusement, la communauté internationale, malgré sa bonne volonté, avec l'équipe qu'on a actuellement en place, ne pourra pas faire infléchir. Maintenant, il reviendra une fois encore au Burkinabé de savoir peser le pour et le contre de l'acte qu'on veut poser aujourd'hui pour pouvoir prendre la décision en tout cas, qui s'impose à tout le monde pour qu'on puisse s'en sortir. Mais personnellement, je ne vois pas le Burkina Faso en train de basculer. Donc, ils seront trouvés vraiment le juste milieu. Vous pensez que la CEDEAO, tout le monde va se taire pour que cela passe? Les gens ne vont pas se taire, mais l'équipe actuellement en place ne se laissera pas faire. Non, mais lorsque vous parlez de l'équipe qui ne va pas se laisser faire, l'équipe va faire quoi? Dites-moi. Parce que ce qui est fondamental, et il faut vous le rappeler, Joël Yetonji, c'est que c'est la communauté internationale qui finance les élections. Dites-moi, donnez-moi l'exemple d'un seul pays africain qui a pu organiser des élections sans contribution de la communauté internationale. Il n'y en a pas. Et la communauté internationale a demandé qu'on ait au niveau du Burkina Faso des scrutins inclusifs. Quand je parle des scrutins, je parle de tous les scrutins possibles. Inclusifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des scrutins qui ne sont pas exclusifs,
qui n'excluent pas les uns et les autres. Mais je dis, et la communauté internationale, le mode de pression de la communauté internationale, c'est de ne pas financer simplement les élections. Et je suis sûr que si la communauté internationale refuse de financer les élections au Burkina Faso, mais il y a un problème. Il y a un problème. Mais je dis, malheureusement, c'est un moment de pression. Mais je dis, moi je vois de signaux heureux, heureusement. Il ne faut pas qu'on continue dans cette lancée-là, la communauté internationale, à être là, à marquer tout le monde à la culotte. Non, ce n'est pas possible. On peut pas. Je dis, il faut rester démocrate. Non, je ne fais pas un débat. Vous m'amenez sur une piste. Non, c'est une petite fenêtre. Non, malheureusement, on ne peut pas ne pas le faire. On ne peut pas ne pas le faire. Je dis, ce qui s'est passé, non, ce qui s'est passé là, au-delà de tout, moi, je continue d'être embarrassé. Je dis, il faut écouter le peuple. Et c'est vrai, on ne peut pas continuer à rester de l'autre côté et dire que c'est ce qu'il faut. C'est la démocratie. S'il vous plaît. Non, je dis, on peut y aller. On peut y aller vers un référendum. Et moi, je doute que les gens n'aient pas gain de cause parce que ceci se passe aujourd'hui au Burkina Faso. Mais c'est symptomatique d'une situation de lassitude générale qui ne dit pas son nom. Malheureusement, le CNT, on a beau dire que c'est un organe de transition, mais a des pouvoirs. Un vote a été fait, qu'on le veuille ou non. C'est un vote aussi qui a été fait. Malheureusement, on déplore la façon dont ça s'est fait. Maintenant, si c'est malheureusement c'est ce que le peuple veut, je dis la grande masse, on ne peut pas ne pas tenir compte de ça. C'est un texte qui a été voté hier, qui a dit que les choses se passent de cette façon. Aujourd'hui, peut-être le peuple pense qu'il faut donner une vacance à ce parti-là. C'est un parti qui a tant fait souffrir. C'est vrai, les gens ont souffert dans leur âme. Une minorité qui s'en est mis plein la poche. Ça, c'est un paramètre qu'il ne faut pas exclure. Aujourd'hui qu'au Burkina Faso, on peut avoir des intellectuels, des politiciens qui n'aient pas participé à la gestion de Blaise Compaoré. Il n'y en a pas. On veut régler un problème. Je dis, je ne suis pas un type démocrate. J'essaie d'observer les choses de près. On a dit tout ça. On a tout le temps dit, c'est un règlement de compte. On a vu puis ailleurs. Qu'est-ce que la communauté internationale a fait? Moi, il continue de pleurer pour certains États africains. Le peuple burkinabé et les autorités actuelles qui sont là, doit savoir rester ferme. Il faut qu'il fasse le sondage juste. Le sondage, c'est à l'interne, c'est pas à l'externe. Oui, mais aucun sondage public n'a été fait. Justement, aujourd'hui, attention, nous ne pouvons pas. Attendez, on ne peut pas vous laisser dire. Et dit, non, il n'est pas question de dire, ne pas laisser dire. Je dis une fois encore, le CNT est-il une structure légale ou pas? Aujourd'hui, s'il y en a qui veulent remettre ça en cause, c'est leur problème. C'est unanimement qu'on a institué cette structure-là. Ce n'est pas parce que vous êtes une structure... Attendez, laissez-moi développer mon opinion. Ce n'est pas parce que... Oui, bon, concédez-le-moi, s'il vous plaît. Ce n'est pas parce que le CNT est une structure légale qu'il peut prendre toutes les décisions qu'il veut, même si ce sont des décisions illégales. Il faut qu'on s'entende sur ça. Donc nous n'allons pas faire le procès de la communauté internationale par rapport à d'autres considérations. C'est au nom du droit que les pires crimes sont commis en Afrique. Et continue de l'être, il faut qu'on arrête. C'est vrai, au nom du droit, on nous a servi. On continue de le faire. On nous cite des articles, mais quand même. Pas au nom du droit. C'est au nom du droit. Le peuple. Les constitutionnalistes, ils vont vous jurer que c'est ce qu'on a dit. Laissez-moi parler. Le peuple est une notion virtuelle. Le peuple, parce que tous les hommes politiques, même les dictateurs, parlent au nom du peuple. Donc le peuple pour moi, non, le peuple pour moi est une notion virtuelle. Nous sommes dans des questions de développement. Écoutez, je prends le cas du Bénin. Lorsque le président béninois est venu, Boni, il disait qu'il n'allait pas gérer avec ceux qui ont fait ceux qui ont servi le régime précédent. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que on est tous impliqués. Lorsque vous avez un niveau donné dans votre pays, vous êtes impliqués systématiquement dans la gestion du pays. On ne peut pas exclure les uns les autres. Les plus mauvais d'hier peuvent être les meilleurs de demain. Nous allons évoluer très rapidement, chers invités. Dernier aspect dans cette discussion, autre innovation dans cette loi, c'est l'interdiction des gadgets publicitaires. Désormais, il n'y a plus de t-shirts, il n'y a plus de porte-clés, il n'y a plus de calendrier pendant la campagne électorale au Burkina Faso. Que pensez-vous de cette innovation? Non, c'est pas une innovation en tant que telle. Moi, je pense que c'est important de le faire ainsi parce que ça limite un peu le niveau de financement des campagnes électorales et ça peut limiter également le niveau de corruption parce que les t-shirts, le reste, c'est de l'achat de conscience en réalité. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, les populations n'attendent plus les t-shirts, ils attendent l'espèce sonnante. Non, il y a des gens qui attendent des t-shirts. Vous savez, ça dépend du niveau d'évolution de chacun. Il y a des gens qui attendent des t-shirts. Mais là, c'est une décision que moi, je salue particulièrement. Seulement que ça n'exclut pas la corruption dans le système électoral. Les gens vont continuer à donner de l'argent et c'est là le réel problème. Mais je veux dire aux populations africaines, parce que ça se passe dans tous les pays africains, si on vous donne de l'argent, prenez, bouffez. Mais dans les isoloirs, eh bien, votez selon votre conscience. Joël Guitondi, c'est votre avis?
Naturellement, il faut saluer l'initiative. On gaspille trop de l'argent. On peut investir cette somme autrement. Donc les gadgets qu'on interdit, ça peut limiter les dégâts en matière de corruption. Mais ils ont mieux fait. Hein. Ils sont allés un peu très loin dans ces décisions-là. Et je salue la clairvoyance. Si ce n'est pas le premier point qui a polémique, il faut le reconnaître. Je pense que c'est heureux. Il a été dit aussi qu'on n'utilisera pas le bien public, les voitures, tout ça, comme ça se passe, en tout cas, dans bien de pays. Dans le cas d'espèces, on ne pourra pas utiliser ce qui est public. Voilà, pour aller en campagne. Je pense que ça va permettre au Burkina Faso aussi de remettre tout le monde, comme on dit, faire une mise à jour. Tout à fait, et le combat sera un peu plus juste. Merci, chers invités, madame, monsieur. Nous sommes à la fin de votre débat de ce jour. Mais avant de partir, je vous invite à suivre cette bande-annonce. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre premier numéro de Sika Infomag, un magazine d'information consacré au décryptage de l'actualité politique et socio-économique en Afrique en 3 quarts d'heure. Nous vous proposons les analyses des spécialistes sur les grands faits qui meublent l'actualité sur le continent africain. Au vrai sens du terme, on ne comprend pas. On ne comprend pas. S'il vous plaît, l'exemple, vous me direz que c'est très loin. Beaucoup de barons du PDCI sont bien ancrés dans le système dirigé aujourd'hui par Alassane Ouattara. Puisque au début, il avait annoncé qu'il ne voulait pas de Didier Drogba. Finalement, il est retourné à Londres demander à Didier Drogba de rallier les éléphants. Et ce sont des choses que vous recommandez aux téléspectateurs. Tout à fait. Sika Infomag, c'est du lundi au vendredi sur Sika TV. Un autre visage de l'actualité en continu sur le continent africain. C'était votre magazine Le Quotidien, Sika Infomag sur Sika. Merci de nous avoir suivis.